Une vision exotique de l'Afrique au relent colonial où le continent est vu comme un espace naturel et sauvage dont les habitants seraient incapables de préserver la beauté. C'est ce que dénonce depuis plusieurs années l'historien Guillaume Blanc. Dans son dernier livre, L'invention du colonialisme vert, il alerte sur l'autoritarisme des projets de défense de l'environnement qui font fi de la vie des populations autochtones et qui mettent sous pression les gouvernements locaux pour qui la manne touristique est vitale. C'est une princesse active et engagée sous le pseudonyme d'Esmeralda de Réti. La fille du roi Léopold III de Belgique a longtemps été journaliste. Aujourd'hui à la tête du Fonds Léopold III pour l'exploration et la conservation de la nature, Esmeralda de Belgique vient de réaliser un film sur le parc des Virunga, ce poumon naturel de la République démocratique du Congo. Bonsoir, merci d'être avec nous Esmeralda de Belgique. Virunga, l'espoir de tout un peuple, c'est le titre de ce film réalisé par Nicolas Delvaux, un film qui vous suit au cœur de cet immense parc des Virunga, deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. Parlez-nous d'abord de ce parc des Virunga. Que représente-t-il pour vous ? C'est un endroit extraordinaire. Comme vous avez dit, c'est le deuxième poumon de la planète. C'est 7800 km² avec un paysage mais extraordinaire de volcans, de lacs, de forêts. C'est aussi la plus grande biodiversité dans un parc naturel. C'est aussi le plus ancien d'Afrique. Créé par mon grand-père, c'est peut-être aussi là le lien, je dirais, affectif. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était de découvrir le projet, le modèle économique que Virunga est en train de lancer. Quel est-il ? Alors, vous savez, la conservation ne peut plus être faite comme elle était avant. Moi-même, ça fait plus de 30 ans que je suis un peu dans l'environnement, dans la conservation. Et on ne peut pas protéger les éléphants, même s'ils sont en danger d'extinction, ou les gorilles, sans se préoccuper d'une population extrêmement pauvre qui habite aux confins du parc. Il y a 4 millions de personnes qui vivent avec moins d'1 $ par jour. C'est absolument injuste de leur interdire, si vous voulez, d'aller cultiver les terres, d'aller chercher de l'énergie, sous prétexte qu'on veut sauver les animaux. Tout a commencé au XIXe siècle. La faute aux colonisateurs ? Alors la faute, en tout cas l'action des colonisateurs, oui. À la fin du XIXe siècle, quand la révolution industrielle détruit finalement la nature en Europe, les colons sont persuadés de la retrouver en Afrique. Et donc, c'est là où ils vont mettre d'abord la nature en parc, dans des réserves de chasse qui deviendront des parcs nationaux, et où ils criminalisent les habitants en inventant le mythe du bon chasseur et du mauvais chasseur. Le bon chasseur blanc qui chasse pour le trophée, le mauvais chasseur braconnier africain qui chasserait la nourriture. Ensuite, ces réserves deviennent des parcs naturels. Et ces parcs naturels, non seulement n'ont jamais cessé d'exister, ils se sont multipliés au lendemain des indépendances par des institutions, cette fois-ci internationales. Et à quel prix, concrètement, ces parcs dits naturels ? Alors, à quel prix ? Très simplement, alors les archives, là, c'est assez difficile. On sait qu'au minimum, 1 million de personnes ont été expulsées des parcs naturels africains. On estime le maximum à 14 millions. Mais aujourd'hui encore, c'est des centaines de personnes qui sont abattues dans des parcs pour avoir chassé du petit gibier, des dizaines et des dizaines de milliers qui sont expulsés et des millions d'agriculteurs et de bergers qui sont criminalisés pour faire pâturer leurs troupeaux, pour cultiver la terre, mais qui sont punis d'amendes et de peines de prison encore aujourd'hui. L'UNESCO, le WWF sont pourvoyeurs de labels touristiques, de financement pour les parcs. Pour des États comme l'Éthiopie, le Mozambique ou le Kenya, répondre aux injonctions des institutions internationales ou des ONG, c'est se faire reconnaître et avoir droit à des subventions pour le développement. Ils n'ont pas les moyens de se permettre de faire chuter le tourisme, donc ils obéissent aux critères néo-malthusiens des experts internationaux. D'après l'historien, au cours du XXe siècle, des millions de personnes auraient été déplacées, voire même chassées de leurs terres. Tout cela au nom de la préservation de la biodiversité et de la création de centaines de parcs naturels. Il n'y a pas un seul parc naturel en Afrique où il n'y a pas eu de déplacement de population, ou du moins, où la criminalisation permanente des habitants n'est pas une réalité. Avec des amendes pour ceux qui cultivent la terre, des peines de prison pour des braconnages, non pas d'éléphants, mais de petits gibiers.
Au Cameroun, l'ONG Survival International, qui lutte au niveau mondial pour la défense des peuples autochtones, a accusé WWF d'avoir financé des campagnes militaires de l'État camerounais contre des habitants des forêts protégées. Depuis plusieurs années, les Baka, un peuple pygmée vivant dans des forêts du Congo-Brazzaville, alertent la Commission européenne sur les violences dont ils sont victimes. Cela fait des années et des années que les éco-gardes financés par le WWF sont arrivés chez nous. Ils nous interdisent de chasser pour nourrir nos familles. Ils nous interdisent d'entrer dans notre forêt. Ils nous ont parlé de la limite du parc. Mais personne n'est venu nous demander notre consentement. Ce non-respect du consentement des populations de ces territoires va à l'encontre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un texte qui vise à prévenir la spoliation des terres ou des ressources naturelles. Malheureusement, cette vision d'un territoire sauvage et dépourvu d'humanité, une vision héritée de la période coloniale, semble encore faire des ravages sur le continent africain. Nous appelons M. Kassivita de se saisir de cette situation et rencontrer M. Demerode pour voir comment trouver solution. Parce que nos populations ne doivent pas souffrir jusqu'à ce point. La population ne sera pas victime dans leur pays quand il y a des hélicoptères qui descendent dans le parc et qui portent de nos minéraux. Une dizaine de personnes ont perdu leur vie vendredi 24 avril 2020 au cours d'une attaque d'hommes en armes qui a eu lieu près de Rumangabo en plein parc de Virunga. Nous sommes à l'est de la RDC. Les victimes sont les éco-gardes et les civils. Ces derniers qui se rendaient à Rutshuru pour prendre part à une cérémonie de deuil. Un responsable de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, adjoint par nos confrères d'actualité.cd, cite les rebelles FDLR qui, à l'en croire, seraient auteurs de cette embuscade. Touché, Christian Kabemba, acteur politique congolais basé à Goma, appelle les autorités à prendre les choses à bras le corps dans ce parc qui est devenu visiblement un champ de bataille. C'est avec regret que nous avons appris cette information, mais nous avons constaté que, d'une part, c'est une irresponsabilité des autorités. Il n'y a pas 2-3 jours, honorable Kassekwa a appelé les autorités à s'impliquer dans cette histoire. Il a appelé monsieur Demerode à laisser la population avoir accès dans l'agriculture et dans dans leur champ. Mais malheureusement, c'est avec regret que cela n'est pas encore respecté par monsieur Demerode, et cela peut être parmi les choses qui ont causé cette histoire. Et nous regrettons parce que la population ayant droit n'est pas privilégiée ou n'a pas droit dans leur pays. Et donc ça fait mal d'apprendre ça, et nous sommes en train d'adresser nos condoléances le plus attristées aux familles éprouvées. Nous sommes en train d'adresser nos condoléances à nos vaillants militaires des ICCN qui sont tombés, et nous les encourageons de ne pas baisser les bras, mais en appelant monsieur le gouverneur Kassivita de se saisir de cette situation et d'apporter solution. There were 27,000 hippos in Virunga. It dropped to less than 350. Over the past month,